Nina Simone, bon, ses chansons, sa musique, sa voix, et puis son histoire, elle devait... Janvier 2008. Dans les salons dorés de l'Élysée, une silhouette élancée s'avance sous les flashs. Robe Dior, sourire mesuré, Carla Bruni devient officiellement l'épouse du président de la République. Mais derrière les apparences d'un conte de fées moderne, une question obsède les couloirs du pouvoir. Est-elle là pour aimer ou pour réparer? Réparer quoi exactement? L'image d'un président usé par les polémiques? Les plaies ouvertes d'un quinquennat déjà gangréné par les affaires? Ou bien une légitimité populaire qui s'effondre jour après jour? Pourquoi une icône glamour, chanteuse d'origine italienne, accepte-t-elle de devenir le bouclier d'un homme politique en chute libre? Que savait-elle vraiment des secrets d'État? Jusqu'où allait son influence? Et comment une artiste adulée s'est retrouvée au cœur d'un système qui l'a peut-être utilisée autant qu'elle l'a influencée? Voici l'histoire de Carla Bruni et ce que personne n'a osé raconter. Carla Gilberta Bruni Tedeschi naît le 23 décembre 1967 à Turin, au sein d'une famille italienne fortunée et cultivée. Son père supposé, Alberto Bruni Tedeschi, est un grand industriel et compositeur de musique classique. Sa mère, Marisa Borini, est une pianiste de talent. Mais bien plus tard, Carla découvrira que son vrai père biologique n'est autre que Maurizio Remert, un homme d'affaires brésilien. Dès l'enfance, l'identité devient un territoire trouble. Fuyant les brigades rouges et les années de plomb, la famille s'installe à Paris à la fin des années 1970. La jeune Carla évolue dans un univers d'élite, l'école alsacienne, puis le lycée privé Fénelon-Sainte-Marie. Très vite, elle choisit une voie à part, la mode. À 19 ans, elle quitte ses études de philosophie et signe avec l'agence City Models. Elle devient l'un des visages les plus emblématiques des années 1990. Yves Saint Laurent, Dior, Chanel, Versace, elle est partout. Pourtant, derrière les campagnes publicitaires, une réputation sulfureuse commence à prendre forme. Les tabloïds se passionnent pour ses liaisons amoureuses. Mick Jagger, Eric Clapton, Donald Trump, qu'elle démentira, Vincent Pérez. Carla fascine autant qu'elle divise. Elle devient le symbole d'une beauté sophistiquée, intellectuelle, un brin manipulatrice selon certains. En 2002, elle change radicalement de trajectoire et sort son premier album, Quelqu'un m'a dit, acclamé par la critique et le public. C'est un succès inattendu, presque désarmant. Avec sa voix douce et ses textes mélancoliques, Carla Bruni devient une véritable artiste. Elle enchaîne les albums, s'impose dans la chanson française, multiplie les collaborations avec Julien Clerc, Henri Salvador, Benjamin Biolay. Mais au sommet de sa carrière musicale, un virage inattendu surgit. En novembre 2007, la presse People révèle une rumeur. Carla Bruni fréquenterait Nicolas Sarkozy, président fraîchement élu, récemment divorcé de Cécilia Attias. Les deux se rencontrent à un dîner organisé par Jacques Séguéla. Quelques semaines plus tard, les photographes les surprennent à Disneyland Paris. Le choc est immense. Une artiste de gauche, féministe, cosmopolite, entame une idylle fulgurante avec un président hyperactif, clivant, soupçonné de favoriser les riches et de courtiser les puissants. À peine 3 mois après leur rencontre, le couple se marie à l'Élysée. Le 2 février 2008, Carla Bruni devient la première dame de France. Ce mariage n'a rien d'anodin. Il ne marque pas seulement l'union de 2 célébrités. Il change radicalement l'image présidentielle. Fini la gravité gaullienne, place à une communication plus glamour, plus people, mais aussi plus risquée. Car à ce moment-là, Nicolas Sarkozy est en difficulté. Impopularité croissante, critiques sur sa gestion du pouvoir, soupçons d'interférence avec la justice, relations troubles avec des milliardaires. Certains observateurs murmurent que l'Élysée cherche un contre-feu médiatique. Et c'est là que Carla Bruni entre en scène comme une carte maîtresse. Cultivée, polyglotte, élégante, elle est perçue comme l'antithèse des excès de son époux. Elle adoucit, pacifie, humanise. Les médias étrangers l'adorent. En France, les avis sont plus partagés. Est-elle la muse d'un homme politique en quête de rédemption, ou bien une artiste sincère prise au piège d'un système de pouvoir implacable?
Dès lors, une tension plane. Chaque apparition publique, chaque discours, chaque geste est analysé. Est-ce Carla la chanteuse, Carla la stratège, ou Carla la première dame soumise à une mission? Une femme libre peut-elle rester libre au cœur de l'État? Cette question hantera tout son mandat et soulèvera plus tard de lourds soupçons sur son rôle exact dans les arcanes du pouvoir. Lorsque Carla Bruni devient officiellement première dame, les attentes sont immenses. La presse internationale s'emballe. The Guardian parle d'une Jackie Kennedy à la française, tandis que Der Spiegel loue une femme capable de faire oublier les outrances de son mari. Très vite, elle devient l'arme douce d'un pouvoir de plus en plus attaqué. Son rôle ne se limite plus à tenir la main du président lors des dîners d'État. Carla Bruni endosse une mission: redorer le blason de la France et surtout celui de Nicolas Sarkozy. En apparence, elle s'adapte avec grâce. Elle maîtrise les codes diplomatiques, arbore des tenues sobres mais impeccables, signées Dior, Givenchy ou Louboutin, tout en gardant ce charme aristocratique à l'italienne qui la distingue. Elle accompagne le président à Londres, New York, Pékin, Tel Aviv. Elle s'entretient avec Michelle Obama, chante pour Nelson Mandela, visite des hôpitaux en Afrique pour sa fondation en faveur de l'accès à la culture et à la santé. Le soft power à la française semble renaître sous son impulsion. L'image du couple présidentiel fait le tour du monde. Et pourtant, en coulisses, l'inquiétude grandit. Car la médiatisation fulgurante de Carla Bruni-Sarkozy interroge. Est-ce encore de la communication institutionnelle ou une opération de diversion savamment orchestrée? Plusieurs journalistes politiques notent que dans les moments les plus sensibles du quinquennat, révélations sur l'affaire Bettencourt, soupçons dans l'affaire Karachi, tensions avec la presse, l'Élysée diffuse systématiquement des images du couple présidentiel complice, voire fusionnel. Dans les colonnes du Canard enchaînées, certains chroniqueurs parlent d'un effet Bruni, un halo glamour capable de détourner l'attention médiatique. Mais Carla Bruni n'est pas qu'un ornement. Elle a des convictions, des réseaux, des avis tranchés. Selon des témoignages recueillis dans les coulisses du palais, elle s'implique dans la communication présidentielle, donne son avis sur certaines nominations, s'entretient avec des journalistes en off. Un ancien conseiller affirme « Elle savait à qui parler, comment lisser d'images. Elle avait cette capacité à neutraliser une crise par une interview dans Elle ou Paris Match. Dans ces médias, où elle conserve des amitiés durables, Carla apparaît comme une femme sensible, passionnée, presque naïve. Mais d'autres, en interne, parlent d'une stratège redoutable. La ligne est mince entre influence et manipulation. L'une de ses décisions les plus discutées survient en 2009, lorsqu'elle impose au palais l'idée de revenir sur le terrain artistique. Elle enregistre un nouvel album, Comme si de rien n'était, distribué par Naïve, avec la bénédiction discrète de l'Élysée. L'opinion publique s'interroge. Peut-on être chanteuse et première dame? N'y a-t-il pas conflit d'intérêts, ou au moins confusion des genres? L'album est un demi-succès. Les critiques musicaux sont partagés, mais politiquement, l'impact est fort. Le président paraît modernisé, moins rigide, plus ouvert. Pourtant, cet équilibre fragile vacille dès 2010. Le quinquennat entre dans sa phase descendante. Les affaires se multiplient. L'image de Nicolas Sarkozy s'effondre dans les sondages. Certains barons de droite réclament une rupture de style. Dans ce contexte, Carla Bruni semble de plus en plus isolée. Ses apparitions se raréfient. Elle évite les questions politiques, refuse les débats. Mais son silence commence à devenir gênant. Un article de Marianne évoque la femme qui se voulait libre et qui devient invisible. Pire, certaines voix critiques estiment qu'elle est devenue la vitrine propre d'un pouvoir sale. Un éditorialiste du Nouvel Observateur ironise. Elle a tout de la première dame idéale, à condition de ne jamais regarder derrière le rideau. La tension culmine en 2011 lorsque Carla Bruni tombe enceinte. L'événement est annoncé comme une bénédiction. Mais très vite, les soupçons surgissent. N'est-ce pas une manœuvre émotionnelle pour regagner l'opinion? D'autant plus que cette même année éclate le scandale Big Malion, prémisse d'une série judiciaire qui poursuivra longtemps Nicolas Sarkozy. Dans un documentaire de France 3, un ancien proche du président glisse cette phrase troublante. Elle savait très bien ce qu'elle représentait.
Et elle l'a utilisé, sans jamais le dire à voix haute. Carla Bruni, dans ses rares interviews, esquive les polémiques. « Je ne suis pas femme politique », répète-t-elle. Mais derrière ce refrain, une question persiste. Peut-on être à la fois témoin, complice et victime d'un système qui vous dépasse? À mesure que le quinquennat de Nicolas Sarkozy avance, les nuages s'accumulent. Si la France officielle continue de célébrer le charme discret de Carla Bruni, les cercles du pouvoir, eux, se tendent. Plusieurs scandales politiques majeurs éclatent en série, menaçant non seulement l'image du président, mais aussi celle de son épouse. Car à mesure que le pays découvre les dessous de la gouvernance Sarkozy, une question se pose avec de plus en plus d'insistance. Que savait Carla Bruni? L'affaire Bettencourt, tout d'abord, explose au grand jour en 2010. Accusation de financement illégal de campagne, enveloppe remise en liquide, enregistrement clandestin entre la milliardaire Liliane Bettencourt et son entourage. À chaque nouveau rebondissement, l'Élysée tente de désamorcer. Et toujours, curieusement, Carla Bruni apparaît dans les médias à des moments stratégiques, évoquant la musique, la maternité ou ses lectures du moment. Paris Match, Le Figaro, Madame, Gala, des titres où elle garde des entrées historiques, héritées de ses années de mannequinat. Certains journalistes parlent alors d'un rideau Bruni, une tactique bien huilée pour détourner les regards. Mais ce qui choque davantage, c'est ce que la première dame ne dit pas. Lorsqu'on l'interroge sur les multiples affaires entourant son mari, elle répond avec un calme troublant. « Je suis une artiste, je ne m'occupe pas de politique. » Une réponse qui, pour beaucoup, sonne comme une esquive. Pourtant, des proches rapportent que Carla était bien plus qu'une simple spectatrice. Elle aurait, selon plusieurs sources citées par Le Monde, contribué à calmer certains journalistes ou à convaincre des proches de rester discrets. Puis vient le dossier le plus explosif, la Libye. En mars 2011, Nicolas Sarkozy engage la France dans une opération militaire contre le régime de Mouammar Kadhafi, une décision applaudie par la scène internationale. Mais très vite, une rumeur s'insinue. Et si ce président, qui bombardait Tripoli, avait lui-même reçu des fonds de Kadhafi pour sa campagne de 2007? L'accusation, d'abord relayée par Mediapart, devient une bombe médiatique. Des transferts d'argent présumés, des valises pleines de cash, des témoignages troubles d'intermédiaires libyens. Carla Bruni, pendant ce temps, reste murée dans le silence. Pourtant, l'Élysée vacille. L'ombre de la trahison et de la compromission plane sur le palais. Un ancien conseiller, sous anonymat, rapporte au Nouvel Obs. Carla était furieuse. Elle savait que ses affaires pouvaient tout détruire. Elle a tenté d'imposer un silence total, un verrouillage complet de l'image présidentielle. Mais comment verrouiller l'invisible? Car d'autres voix, en coulisses, commencent à parler d'un triangle trouble mêlant Carla Bruni, son mari, et certains magnats du luxe ou de la presse. On évoque des déjeuners secrets avec Dominique Dessaignes, PDG du groupe Lucien Barrière, soupçonné d'avoir financé des événements liés à la campagne Sarkozy. D'autres citent Bernard Arnault, à qui Carla Bruni aurait demandé conseil pour gérer certaines crises. Rien n'est prouvé, mais tout devient rumeur. En 2012, dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle, Carla Bruni donne une interview énigmatique à RTL. Elle y déclare « Je suis fière de mon mari. Il a été courageux dans les tempêtes. Mais la France ne semble plus écouter. Les tempêtes, justement, sont devenues trop nombreuses. Le 6 mai 2012, Nicolas Sarkozy perd face à François Hollande. Carla Bruni disparaît des écrans. On l'a dit épuisée, blessée, déçue par un pays qui l'aurait rejetée. Mais ce silence, encore une fois, intrigue. Que s'est-il vraiment passé dans les coulisses de cette présidence assiégée par les affaires? Quelle fut la part réelle de Carla Bruni dans la gestion des crises, des silences, des dissimulations? En 2013, dans un article long format de Vanity Fair, un ancien attaché de presse confie « Elle savait tout. Elle lisait tous les dossiers sensibles. Elle n'était pas là par hasard. Elle gérait les passages TV, les couvertures de magazines. Carla Bruni a tenu l'image de ce quinquennat à bout de bras. » Plus troublant encore, certains commentateurs politiques estiment que Carla Bruni aurait dissuadé son mari de revenir trop vite en politique, justement pour éviter la réouverture de certains dossiers. Mais le destin est ironique. En 2021, Nicolas Sarkozy est condamné dans plusieurs affaires, écoute, corruption, Big Malion. Et chaque fois, c'est Carla Bruni qui monte au créneau sur Instagram ou dans les médias pour défendre son mari. Elle accuse la justice d'acharnement, parle de traque politique, cite Voltaire. Mais à chaque mot,
une question demeure. Est-ce encore une épouse qui parle, ou la même femme qui, des années plus tôt, a accepté de jouer un rôle dont elle connaissait tous les risques? Car plus on gratte, plus on découvre que derrière le sourire apaisant et les chansons douces se cache un mystère. Jusqu'à quel point Carla Bruni a-t-elle participé au récit officiel d'un pouvoir rongé par ses propres ombres? Après la défaite de 2012, Carla Bruni retourne dans un silence étrange. Elle quitte l'Élysée avec élégance, mais le regard fuyant. À l'extérieur, elle affirme vouloir reprendre sa carrière d'artiste. Mais à l'intérieur, une fracture est là, bien réelle. Elle ne chante plus, elle ne crée plus. Elle fuit les projecteurs autant qu'elle les a autrefois attirés. Et surtout, elle refuse de parler de son passage comme première dame. Dans les rares interviews accordées, elle esquive. C'était une expérience unique, mais je préfère regarder devant. Une réponse qui sonne comme une stratégie de survie. Mais le public, lui, n'oublie pas. Les critiques pleuvent. Certains la surnomment l'icône silencieuse, d'autres l'accusent de complicité passive. Elle devient une cible facile. Tout ce qu'elle incarne, le luxe, la mode, la discrétion mondaine, semble brutalement en décalage avec la réalité post-crise. La gauche intellectuelle la moque, la droite dure la rejette. Même les milieux artistiques, jadis admiratifs, s'éloignent. Carla Bruni se retrouve seule. Le pouvoir ne la protège plus. La musique ne la sauve pas. En 2013, elle tente un retour discographique avec Little French Songs. L'album est propre, soigné, mais le succès est timide. Certains critiques notent une distance émotionnelle. D'autres pointent des paroles trop sages, presque aseptisées. Où est passé l'artiste libre des débuts, titrent quelques magazines. Les concerts, eux, sont tièdes. Le public hésite. Faut-il écouter la chanteuse ou la femme de l'ancien président poursuivie par la justice? Dans une interview à Télérama, Carla Bruni confie « Je suis souvent jugée pour des choses qui ne me concernent pas. » Mais cette phrase résume peut-être le paradoxe qui la hante. Être au centre d'un système sans en être l'initiatrice, tout en assumant les conséquences. L'affaire Big Malion, qui éclate en 2014, replonge le couple dans la tourmente. Nicolas Sarkozy est accusé d'avoir dépassé les plafonds de campagne de manière massive. Une machinerie complexe, des fausses factures, des complicités présumées. Carla Bruni, cette fois, ne s'exprime plus. Elle annule des apparitions, refuse les plateaux TV. Sa posture n'est plus celle de la muse politique, mais de la compagne silencieuse. Certains y voient une forme de dignité, d'autres, une fuite. Dans son entourage, on parle d'une femme brisée par la politique. Elle aurait regretté, à mots couverts, de s'être autant exposée. Mais le mal est fait. Son nom, son image, sa voix sont irrémédiablement associés à un moment politique toxique. Même ses œuvres artistiques en portent les stigmates. En 2017, alors que Sarkozy tente un retour politique, Carla Bruni reste en retrait. Elle ne chante plus ses chansons en public. Elle disparaît de certaines scènes. Quand on l'interroge sur son mari, elle répond par des sourires tendus. Il est fort, il est droit, mais l'intensité a disparu. Elle n'a plus envie de convaincre, ni d'expliquer. Le plus cruel, ce sont parfois les femmes qui l'avaient autrefois adulée, qui la demain critiquent le plus sévèrement. Elle lui reproche d'avoir abandonné son indépendance, d'avoir sacrifié l'artiste à l'épouse. Carla, qui se voulait libre, semble désormais prisonnière d'un rôle qu'elle n'a pas entièrement choisi. Et l'art, lui, ne répond plus. Ses derniers albums passent inaperçus. Ses prises de position, même sincères, sont perçues comme tardives. Un quotidien titre en 2020 « Carla Bruni, la voix étouffée d'une époque qu'on ne veut plus entendre ». La chute n'est pas brutale, mais insidieuse. Une lente érosion de l'image, du talent, de la magie. Il ne reste plus que des souvenirs flous, des images d'un couple, et cette question qui revient comme un poison. Était-ce le prix à payer pour avoir cru un jour qu'on pouvait changer le destin d'un homme avec un peu de douceur? À l'orée des années 2020, Carla Bruni n'est plus cette égérie planétaire qu'elle fut autrefois. Pourtant, elle continue d'occuper une place singulière dans l'imaginaire collectif français, une figure de mystère, d'ambiguïté, de contraste. Celle qui fut mannequin, muse, chanteuse, puis première dame, laisse derrière elle une image diffractée. Mais le plus déroutant, peut-être, c'est cette fidélité sans faille qu'elle affiche envers un homme dont le nom est aujourd'hui associé à des affaires judiciaires retentissantes. Sur les réseaux sociaux, Carla Bruni devient une présence discrète mais intense. Chaque fois qu'un jugement frappe Nicolas Sarkozy,
Elle publie un message. « Fier de toi, injuste, la vérité triomphera ». Des mots courts, tranchants, presque amoureux. Mais pour beaucoup, cette loyauté semble aveugle. Est-ce la femme qui parle ou la stratège qui continue d'absorber les coups à sa place? Dans l'espace public, elle multiplie les interviews, mais toujours sur le même ton, évasive, élégante, pleine de réserve. Jamais elle ne reconnaît le moindre doute sur la droiture de son époux. Jamais elle ne laisse filtrer la moindre critique. Pourtant, dans l'intimité, certains proches murmurent que Carla Bruni est fatiguée, épuisée par les procès, les rumeurs, le poison lent de la suspicion. Une femme qui a tout donné à une image, jusqu'à se perdre elle-même. Son retour musical en 2020 avec l'album Carla Bruni est un nouveau tournant, plus introspectif, plus dépouillé. L'album évoque des thèmes d'effacement, de passage, de solitude. Certains critiques y lisent une confession codée, une manière d'exprimer ce qu'elle ne peut pas dire. Une chanson en particulier, un grand amour, intrigue. J'ai aimé un homme de guerre, un homme de feu, un homme de bruit. J'ai voulu l'apaiser, j'ai voulu le comprendre. Le public y voit une allusion claire. Elle dément. Mais le malentendu est là, permanent. Carla Bruni veut redevenir une artiste. Mais l'histoire ne l'autorise plus à l'être simplement. Elle est devenue un symbole politique, malgré elle. Le paradoxe devient insupportable. En cherchant à lisser l'image du pouvoir, elle a brouillé la sienne. En protégeant un homme que la justice poursuit, elle a perdu la confiance d'un public qui, un jour, l'avait portée au nu. En voulant tout réparer, elle a tout mélangé. Alors que certains anciens présidents s'effacent, Carla, elle, reste. Avec ses mots feutrés, ses sourires prudents, ses silences lourds. Une survivante d'un quinquennat empoisonné. Mais aussi, peut-être, une femme qui n'a jamais pu dire sa vérité. Et nous, que voyons-nous? Une épouse loyale? Une artiste sacrifiée? Ou un personnage qui, en se taisant, nous a dit bien plus qu'on ne l'imagine? Aujourd'hui, plus d'une décennie après avoir quitté l'Élysée, Carla Bruni demeure un mystère vivant. Elle chante à nouveau, poste des photos familiales sur Instagram, soutient publiquement son mari, se fait rare dans les débats. Mais l'image est brisée. Les visages se superposent. L'icône mode, la musicienne intime, l'épouse présidentielle, la gardienne du silence. Aucun n'efface les autres. Tous coexistent dans une tension permanente. Son héritage est-il celui d'une artiste? Peut-être, mais même là, la confusion règne. Ses albums sont écoutés autant pour ses mots que pour les fantômes qu'il réveille. La voix douce, autrefois célébrée pour sa sincérité, est désormais traversée de soupçons. Est-ce une confidence ou une mise en scène? Une confession ou un écran de fumée? Et en politique, Carla Bruni n'a jamais détenu de mandat, ni revendiqué un rôle décisionnel. Pourtant, son passage à l'Élysée a profondément marqué la perception du pouvoir en France. Pour la première fois, une première dame fut aussi une figure internationale préexistante, avec sa propre notoriété, ses réseaux, sa musique. Elle n'a pas suivi un président, elle l'a précédé dans les médias, dans l'imaginaire collectif. Cela seul suffisait à déranger. Mais ce qui interroge le plus, c'est ce rôle de réparatrice tacite qu'elle semble avoir accepté. La société française, en crise identitaire, rêvait d'une figure féminine rassurante pour contrebalancer l'hyperprésidence masculine, clivante, rugueuse de Nicolas Sarkozy. Et Carla Bruni, volontairement ou non, a rempli cette fonction. Avec grâce, avec ambiguïté, avec un coup. Ce coup, elle le paie encore. L'oubli sélectif du public, la suspicion tenace, l'impossibilité de se réinventer pleinement. Même ses ennemis politiques évitent de l'attaquer frontalement, comme si un certain respect ou une gêne persistait. Parce qu'au fond, personne ne sait si elle fut actrice ou victime. Le plus troublant, c'est ce qu'elle n'a jamais dit. Pendant 15 ans, Carla Bruni a traversé des orages sans jamais écrire un livre, sans jamais livrer une interview explosive, sans jamais rompre avec l'homme qu'elle a choisi. Elle a tout enduré, ou presque, en silence. Certains y voient une preuve d'élégance, d'autres une abdication. Mais que reste-t-il alors? Une femme qui a porté plus qu'elle ne le devait, une muse devenue mur de protection, un miroir dans lequel la République a tenté de masquer ses fissures. Et au milieu de tout cela, une question ouverte, suspendue. Peut-on aimer sincèrement et malgré soi, devenir l'outil d'un récit qu'on ne contrôle plus? Carla Bruni ne répondra sans doute jamais. Et c'est peut-être cela, son ultime énigme. Ne jamais trancher,
Ne jamais accuser, ne jamais avouer. Laisser les autres reconstruire une vérité à sa place. Une vérité forcément incomplète, forcément dérangeante. Et vous, croyez-vous qu'une femme puisse traverser le feu du pouvoir sans y perdre une part d'elle-même ?